Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation de Connexio, du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une autre émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute de construction de logiciels avec la technologie.net. Mon nom est Mario Cardinal. On est le 12 avril. Avec moi, j'ai Guy Barrette et Éric Côté. Bonsoir Mario. Bonsoir Mario. Et Éric, ce soir, tu es pas juste notre co-animateur, mais tu vas être notre invité. Je me sens tout d'un coup dans le hot seat. Puis, justement, tu parles de hot seat. Aujourd'hui, quelle belle journée à Montréal. 20 degrés. Hey, ça fait du bien. Là, c'est vraiment, là on est sûr, hein, le printemps, là, on devrait pas avoir de tempête de neige qui va nous tomber dessus. Ben, Là, la dernière fois, on a eu de la neige après une journée de 20 degrés, fait que... non, regarde, tentons pas le diable, là. Moi, je suis déjà dans je suis déjà dans le mindset, si je peux utiliser cet anglicisme-là. J'ai vu comment que les gens étaient habillés aujourd'hui à l'extérieur et je pense qu'ils sont dans le même mindset que toi. Ils sont beaucoup plus légers comme habillement. Ça, c'est le fun, tu sais. Les terrasses, les jolies femmes. Ça Il me semble commence. que ça fait la belle vie, l'été à Montréal. Éric, la formule habituelle, hein, c'est on fait la biographie, ensuite l'entrevue, et forcément, avant de commencer à faire ça, on a toujours notre section tirage. Et c'est ce soir qu'on fait le tirage, Guy et Éric, le tirage pour inscription à DevTeach. Ah, finalement. Oui, finalement. Puis on a avec nous Jean-René Roy, qui s'occupe justement de la conférence DevTeach. Bonjour Jean-René. Salut la gang. Ça va bien? Ah oui, ça va super bien. Donc Jean-René, c'est toi qui vas piger l'heureux gagnant. Ah oui, cool. Donc, avec notre système très sophistiqué, donc il y a eu même des gens autorisés qui faisaient toute la vérification du tirage et le gagnant... La firme Raymond et Raymond. Donc, le gagnant, c'est Dominique Faneuf. Hey, félicitations Hey. Dominique. Bravo, Dominique. Cool. Wouhou. Bravo. Jean-René, vu que tu es avec nous justement pour le tirage, peux-tu nous glisser un petit mot sur, bon, qu'est-ce que c'est DevTeach? Ben absolument. DevTeach, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire Developers Teaching. Donc, c'est vraiment des développeurs parmi les meilleurs au monde qui se rencontrent dans une conférence internationale avec du monde qui viennent de plus de 5 et même plus que 6 pays différents, qui viennent à Montréal à chaque année pour suivre une formation de 3 jours qui est pas mal intensif. Puis aussi, la conférence, elle comporte une journée de pré-conférence, une journée de post-conférence. Donc, on a une multitude de sujets qu'on couvre. On couvre énormément, pratiquement tous les produits de Microsoft. Même en pré-conférence cette année, ce qui est intéressant, c'est que on a 3 choix qu'on peut faire. On peut aller sur une formation de VB6 à .NET. On peut aussi suivre une conversion de Visual Fox Pro à .NET. Ou on peut suivre un Test-Driven Development, pour ceux qui seraient un peu plus experts, qui voudraient... C'est un atelier, là. Celui-là, c'est un atelier. Celui-là, c'est vraiment hands-on, limité à 20 places. On a ça en pré-conférence. En post-conférence, on a aussi deux Donc, choses. c'est une conférence où les gens viennent pour apprendre, principalement sur les technologies.net, SQL Server. Il y a 7 ou 8 tracks, si je me trompe. Il y en a sur l'architecture, il y en a sur développement avec Windows Forms, ces choses-là. Oui, on a une track aussi sur ASP.NET. On a vraiment, on couvre vraiment toutes les différentes technologies là, dans le .NET là, puis dans SQL Server. Imaginons qu'on a des auditeurs qui écoutent et disent « Ah, moi, j'aimerais ça y aller à DevTeach, mais là, bon, c'est pas gratuit, hein, faut s'inscrire, ça coûte, il y a des frais d'inscription. » Comment on peut réussir à convaincre aisément là, son patron? Est-ce qu'il y a un argument massu ou en tout cas des raisons ou des justifications là, qu'on peut mettre dans notre manche quand on va voir notre patron pour lui dire « Hey, j'aimerais ça m'inscrire à DevTeach. » On a déjà mis sur notre site les 10 meilleures raisons. Je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que les technologies changent tellement souvent que c'est très difficile de rester à jour. Puis si on veut être à jour juste à lire des livres, c'est très difficile, c'est aussi très long. C'est bon comme référence un livre, mais aller suivre une formation à DevTeach, le plus gros gain que vous obtenez, c'est que vous allez voir des conférenciers qui, eux, ont passé 6 mois ou 10 mois sur un projet
dans lesquels ils ont appris plein de subtilités que tu peux pas apprendre autrement. Puis en 75 minutes, ils vont venir te faire une formation qui vont te donner là, vraiment là, les trucs à suivre, là, puis les best practices. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas un discours officiel de Microsoft, donc c'est pas des conférenciers Microsoft qui font Ouais. un message plus de Non, marketing. non, Le marketing, C'est des ouais. vrais gens hands-on qui expliquent qu'est-ce qui marche bien et qu'est-ce qui marche moins bien, ou en tout cas comment circonscrire certaines faiblesses des produits pour vraiment les utiliser efficacement. Et Ouais, qu'est-ce qui s'en vient? Oui, c'est vraiment, c'est principalement ça. Puis, il y a personne d'autre qu'un développeur pour entraîner un développeur. Tout le monde le sait. Quand on est en équipe puis qu'on partage nos connaissances, on apprend toujours plus que si on lit dans un livre ou un site web. Moi, je sais que si je comparais, par exemple, tu peux aller suivre des cours certifiés. Connexio aussi donne des cours certifiés. Je veux rien enlever aux cours certifiés, mais si on compare une conférence de cette nature-là, en 3 jours, on peut dire que le niveau de compréhension, ou en tout cas de sujet couvert, est pas comparable du tout. Là. On est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus intensif, beaucoup plus poussé en tout cas Ouais, au niveau. et puis sans être du bourrage de crâne non plus. Ben, ce qui est intéressant, c'est ce que Guy dit, c'est pas du bourrage de crâne, c'est du common sense. C'est ça qui est important. Puis nous, à notre conférence, on couvre les deux aspects, autant les aspects du débutant que de l'expert. Parce qu'on a, on a une track cette année, parmi les tracks qui s'appelle le .NET Foundation. Cette track-là, c'est toutes des sessions pour ceux qui commencent avec .NET. Donc, on a vraiment les deux. On a vraiment l'expert et le débutant. Peux-tu nous nommer quelques conférenciers vedettes qui vont être à DevTeach? À part nous autres. Oui, effectivement. Mais il y a beaucoup de noms. À chaque année, on a de très gros noms. Montréal très populaire pour les conférenciers qui veulent venir. On a Ted Neward qui vient encore pour la 4e année. Celui qui dirige le site de serverside.net. Oui, Qui est impliqué effectivement. là-dessus. On a aussi Marcus Hager, qui est le propriétaire de la revue Code Magazine. On a aussi d'autres mondes qui sont très connus. Rod Paddock. Rod Paddock, qui est l'éditeur de Code Magazine. Ouais. On a aussi beaucoup de monde qui sont Brian connus. Noyes qui a écrit un livre sur Windows Phone. Beaucoup de gens qui ont écrit plusieurs livres. Hein? On a aussi beaucoup de monde du côté SQL Server. Parmi les plus grands écrivains du côté de SQL Server, comme Kevin Klein. Peter DeBetta. Peter DeBetta, ouais, exactement. On a aussi un autre qui est écrivain sur SQL Server, c'est Adam Mechanic. Ouais, qui est très bon. qui est très connu. très bon. Donc, on a beaucoup de bons speakers. Puis le keynote va être donné par qui? Le keynote va être donné cette année par Alan Griver, qui est le Visual Studio Data Manager. C'est lui qui dirige toute la direction des produits de développement aux accès aux données. Donc, Chez Microsoft. Chez Microsoft. Donc, c'est lui qui est vraiment à la tête de la direction. Et il va nous parler de... C'est lui qui manage ADO.net, quoi. Oui, c'est ça. Tous Ouais, les produits ADO.net. Il va nous parler dans le keynote du projet Link, L-I-N-Q. Qui est le futur de Qui est point pas mal, ADO qui je va- dirais, qui est une nouvelle façon d'accéder les données, qui actuellement a beaucoup de presse et il y a beaucoup de excitement, comme on dit en anglais. Écoute, Jean-René, on te remercie. On rappelle encore que c'est Dominique Faneuf qui a gagné. On Le va- chanceux va pouvoir aller à, Puis la à la conférence, c'est du 8 au 12 mai. Donc, C'est bientôt. C'est bientôt. Donc, inscrivez-vous. Merci, Jean-René. Merci. Bye bye. Besoin de parfaire vos connaissances des technologies Microsoft? Connexio vous offre la gamme des programmes de formation de Microsoft. Connexio, le carrefour du savoir au www.connexio.com. Assistez aux rencontres bimensuelles du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et aussi afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.guvsm.net. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies .NET de Microsoft. N'hésitez pas à contacter un de nos consultants experts en visitant le www.net-expertise.com. Retrouvez les liens exacts sur le site de visualstudiotalkshow.com. Donc, Eric, tu es notre invité ce soir. La formule habituelle, c'est qu'on commence par présenter une brève biographie de notre invité et ensuite on fait l'entrevue à proprement parler.
Donc, Éric, tu es depuis maintenant presque un an un consultant qui fait partie du regroupement .NET Expertise. Ben oui, 1 an déjà presque. Ça va vite, hein? Définitivement. Puis, tu es surtout reconnu à Montréal, en tout cas, pour tes talents de communicateur et de formateur. C'est une des grandes parties de tes revenus comme consultant en formation. Hein? Mais tu fais aussi des contrats d'appoint là, de quelques jours, quelques semaines avec des clients. C'est ça. J'essaie de vendre de la formation comme ça. Ou des mandats pompiers, là. C'est-à-dire, tu arrives pour régler des problèmes. C'est ça. Je fais aussi de la validation d'architecture aussi pour les quelques personnes qui en ont besoin. J'essaie de pas faire des mandats long terme. Alors, c'est rare que vous allez me voir comme 2 ou 3 mois chez un client. C'est pas le type de travail que je veux faire. Parce que tu as déjà tes cours qu'il faut que tu donnes. Exactement. Puis, je préfère vous refiler ça à vous parce que vous faites une tellement bonne job. Merci, Éric. Donc, Éric, ça fait quoi, là? Presque 5 ans que tu es dans technologie.net, hein? Depuis le début, presque. Ben oui, depuis la version bêta qui est sortie, en fait, la version alpha dans les années 2000. Et puis, je me suis... la première fois que j'ai vu le produit, je suis un peu tombé en amour. C'était naturellement encore une version alpha du langage C#. Mais par la suite, j'ai dit, il faut que je devienne formateur parce que c'est le seul moyen de pouvoir garantir le fait que je vais travailler avec des nouvelles technologies. Parce que normalement, quand tu es en mandat, à gauche et à droite, tu n'as pas le temps de travailler avec des technologies bêta, tu n'as pas le temps de te tenir à jour parce que tu es toujours en train de régler des problèmes de ton client qui sont faits avec des technologies d'hier. Ah, ça dépend des firmes de consultation. Définitivement. Alors, c'est tous ces contrats-là qu'on va avoir. Puis, juste pour nous donner un petit hint, juste vu que tu aimes toujours te tenir à l'avant-garde, c'est quoi là la prochaine technologie où tu veux vraiment explorer à fond? Parce que là, on peut quasiment considérer que tout ce qui est 2005 et avant, ça fait partie maintenant de l'histoire. C'est des vieilles choses, ça. Même si pour beaucoup de clients, c'est ce qu'on implémente aujourd'hui. Donc, je pense que ton intérêt beaucoup de ces jours-ci sur tout ce qui s'appelle, qui a le mot FX dedans. Hein? Oui, exactement. C'est le mot WinFX qui est le mot de la journée, qui est finalement toute la nouvelle infrastructure de programmation de Microsoft qui va sortir en même temps que Windows Vista. Et on imagine que les 3 piliers de WinFX qui sont présentement Windows Presentation Foundation, Windows Communication Foundation et Windows Workflow Foundation, je crois que parmi ces 3 piliers de fondement-là, celui de Windows Presentation Foundation, je le trouve intéressant à première vue. Mais là, mais à mesure que le temps passe, à mesure que je vous entends parler du Windows Workflow Foundation, et je me demande si c'est pas là. Tu vas peut-être sauter dans... Je sais pas, là. Vous êtes en train de m'achaler avec vos choses, là. Mais effectivement, moi, je pense que le workflow, en tout cas, dans une dizaine d'années d'ici, les gens vont se poser la question comment on faisait avant pour programmer des workflows manuellement, mais un peu comme aujourd'hui, les gens peuvent se demander... Ça va être le sujet d'une autre émission, ça. Oui, tout à fait. Puis aujourd'hui, les gens doivent se demander comment on faisait quand il n'y avait pas d'éditeur visuel pour faire les interfaces. Moi, j'ai connu ça, hein, les programmer à la dure. Là. Tu programmes plus dans Notepad? Non, mais c'est ça, programmer où est-ce qu'il fallait faire afficher les pixels un par un, là. En tout cas, c'était... Tu sais, tu passais 2 journées à faire apparaître un About Box, puis après 2 jours, tu étais fier de toi. Aujourd'hui, tu passes même pas 5 minutes là-dessus. Le sujet de notre entrevue aujourd'hui, c'est tout ce qui s'appellerait... Le trading. Ou la concurrence, ou on essaierait de traduire ça en français. C'est dur à traduire, hein, parce que même les manuels français ont tendance à appeler ça des threads. Ils n'ont pas tendance à vouloir traduire ça comme des fils d'exécution. J'ai déjà vu ça dans certains livres, mais on dirait que vraiment, de plus en plus, on n'a pas traduit, on l'a juste abandonné, puis on a dit, maintenant, on a des threads dans nos programmes. Et naturellement, une des choses qu'il faut gérer si on gère des threads, c'est la concurrence, comme tu dis. Donc, on va parler ce soir de concurrence et de trading. Donc, pour débuter l'entrevue, Éric, pour nos auditeurs, comment tu définirais justement le mot thread, ou en tout cas ce qu'est un thread? Mais pour pouvoir bien définir qu'est-ce qu'un thread, il faut essayer justement de définir qu'est-ce qu'un processus qui exécute. Et une fois qu'on a justement ces concepts-là bien ancrés, c'est plus facile de comprendre le concept de thread. Alors, un process, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas un logiciel qui exécute du code. Hein, beaucoup de gens ont tendance à dire, j'ai 10 process qui roulent sur ma machine, donc j'ai 10 éléments qui roulent du code. Donc maintenant, on a comme fait une abstraction. Microsoft, on dit maintenant, quand on a un logiciel qui roule, on va avoir essentiellement 2 choses. On va avoir un espace mémoire, et cet espace mémoire-là est défini par le process.
Et en plus de ça, on va avoir du code qui exécute. Et ce code qui exécute-là va rouler dans ce qu'on appelle des fils d'exécution, des threads. Alors, essentiellement... Donc, un process contient un ensemble, une collection de threads et des espaces mémoire que ces threads-là utilisent pour allouer de la mémoire. Exactement. Et faut faire bien attention. On peut donc avoir un ou plusieurs threads par process. Il n'est pas possible encore dans Windows de créer des process qui ont 0 thread. Il faut toujours au moins qu'il y en ait un qui roule. Donc, il y a toujours un thread qui est la racine ou le master, qui est celui de le point de départ. Parce qu'on peut quasiment voir tous les threads qui vont être lancés un par l'autre. Ça fait toute une arborescence. Oui, exactement. Et donc, on peut avoir donc un thread qui en démarre un autre et celui-là qui en démarre un autre, ainsi de suite. Puis la grosse difficulté, c'est si on a plus qu'un thread qui sont démarrés, c'est comment on s'assure que les threads gèrent bien la concurrence entre eux autres. Quand on parle de concurrence, c'est un peu l'idée. Ben, c'est ça. Quand on parle de concurrence, surtout, on parle de ressources. Hein? On sait que notre ordinateur, que les logiciels vont utiliser toutes sortes de ressources, que ce soit des ressources de fichiers sur le disque dur, peut-être des espaces mémoire, des objets sur le heap, ainsi de suite. Et ces ressources-là peuvent pas être utilisées peut-être nécessairement en même temps par plusieurs threads. Donc, il faut qu'il y ait ce que je pourrais appeler un lock keeper pour dire, regarde, il va y avoir une personne à la fois qui va utiliser cette ressource-là. Tu parles dans une application spécifique? Dans une application spécifique, exactement. OK, donc, ça sert à rien de lancer 25 threads si les 25 threads vont lire des fichiers sur le disque. Ben, en fait, s'ils vont lire le même fichier sur le disque, ça sert à rien, en effet. parce Si en lise 25 différents, là, ça va à peine. Ben, pas nécessairement, parce qu'on a un bottleneck, là, qui est le disque, le système de fichiers. Oui, en effet, si justement tu as juste une ou deux têtes de lecture sur ton disque dur, tu vas avoir des problèmes. Mais là, naturellement, si on parle sur un serveur où est-ce qu'on pourrait avoir des RAID et ainsi de suite, on a plusieurs têtes de lecture, là, ça peut valoir la peine peut-être de lancer plusieurs threads pour pouvoir... Donc, faut vraiment analyser, là, faut vraiment analyser l'impact. Oui, définitivement. Là. Je vais donner un exemple. Par exemple, dans SQL Server 2000, je ne sais pas si en 2005 ça a changé, mais à l'époque, en 2000, on lançait, si je me rappelle, 4 ou 5 threads d'écriture en même temps sur un fichier de base de données en même temps. Donc, je fais des applications ce que je développe, là, ça m'est jamais vraiment arrivé de frapper des bottlenecks de performance. C'est-à-dire que tout le temps... Mais attends, faut savoir pourquoi qu'on voudrait faire les threads. C'est vrai que là, on a exposé qu'est-ce qu'un thread, mais pourquoi on voudrait l'utiliser? Je veux dire, t'as parfaitement raison. 95% des programmes qu'on fait de nos jours, c'est comme ce que tu dis, je veux dire, j'ai pas besoin de faire de trading. Là où est-ce qu'on va avoir besoin de trading, c'est dans certains scénarios bien particuliers. Exemple, si je fais une application de type Windows, et cette application de type Windows va faire un travail qui va durer un certain bout de temps. Alors là, je vais probablement vouloir me démarrer un autre thread pour faire ce travail qui est plutôt long, pour laisser l'interface ils disent en anglais responsive, en français on dirait... Qu'elle donne une certaine rétroaction à l'utilisateur. Exactement. Parce que sinon, si on clique un bouton puis il y a un long travail qui a lieu, eh bien, essentiellement, l'interface devient gelée pendant les quelques secondes où est-ce que le travail s'est effectué. Il faut peut-être expliquer aussi à nos auditeurs que la fameuse interface, quand tu es dans tout ce qui est la couche présentation dans les Windows Forms, par définition, ça roule dans un thread seulement. Il n'y a pas de multithread, c'est un seul thread. Puis si ton application, toi, est attachée à cette couche-là aussi, donc tu es en monothread, si on peut prendre cette expression-là. Puis si tu te mets en situation où tu vas lire une ressource qui est très lente, ben tout le monde est arrêté. Exactement, incluant ton application Windows qui semble être gelée, et là, on peut pas faire de resize, on peut pas faire cliquer un cancel ou quoi que ce soit. Donc, une des stratégies des gens qui voulaient faire une application qui répondait vite, c'est-à-dire, ben, je vais lancer un thread pour faire justement la tâche qui est longue, puis mon interface, elle va continuer à avoir son thread principal pour être capable de répondre aux clics de l'utilisateur. Exactement. Des fois aussi, il va y avoir des threads qui vont être gérés pour nous sans qu'on le sache. Exemple, quand on fait des pages web à ASP.NET, on est hébergé dans ce qu'on appelle le process ASP.NET. Hein? Si on est sur IIS 5, on va avoir un processus qui s'appelle ASP.NET-WP.exe et lui va démarrer plusieurs threads pour nous, pour toutes les requêtes qui vont provenir de l'extérieur. Donc, si tu as 1 million d'utilisateurs qui viennent demander la page, il va y avoir 1 million de threads qui vont être lancés. Wishful thinking. On s'entend que, mettons, on va mettre un code plus réaliste, il y a 1000 personnes concurrentes qui arriveraient à la même seconde, à la même fraction de seconde, il y aurait 1000 threads lancés dans le serveur. En fait, il va en avoir beaucoup moins. Je peux te le dire tout de suite, il va en avoir 25. Ben, à cause que, justement, on veut limiter le nombre de threads. Tout comme on voulait limiter, vous savez, vous vous rappelez, dans l'époque de Windows 3.1, on disait aux gens, vous voulez pas trop de programmes en même temps parce que plus vous roulez de programmes en même temps, plus ça va être lent. Ben là, naturellement,
c'est des process et des threads. Et là, on va dire la même chose. On va dire, roulez pas trop de threads en même temps parce que plus vous roulez de threads en même temps, plus votre ordinateur va devoir partager justement ce qu'on appelle des blocs d'allocation de temps pour chacun de ces threads-là. Parce que la façon que ça fonctionne, c'est que le processeur va toujours donner du temps d'allocation de traitement à chacun des threads, ce qu'on appelle du thread scheduling. Et donc, chaque thread va avoir un bloc d'allocation qui va lui être alloué. Quand le thread a fini de travailler, il redonne son bloc d'allocation. Ou s'il n'a pas fini de travailler puis ça fait un petit bout de temps qu'il travaille, le processeur va l'interrompre, dire « Regarde, tu as dépassé ton temps d'allocation. On est dans un système d'exploitation préemptif. Donc, je reprends le contrôle, moi, Windows, et je redonne le contrôle au prochain thread. » Donc là, ce que tu viens d'expliquer, Eric, c'est important pour les auditeurs. Le fait que, justement, il y a un cédulaire dans le système d'exploitation qui alloue des j'ai le terme slice, mais donc des... Des time slice, oui, c'est bon, ça. Ben, en tout cas, c'est très anglais, je sais pas comment le dire en français, mais en tout cas, des petites couches... Des blocs de temps. Des blocs de temps, disons-le comme ça. Ça vaut pas la peine de partir des milliers de threads parce que, justement, là, ton système d'exploitation va être juste en train de gérer des Surtout petits blocs si de temps. la plupart de Exactement. ces threads-là sont en train de rouler et de faire du travail. Donc, ce que ASP.NET fait, lui, pour être intelligent, il se limite à un certain nombre, 25. Puis nous, supposons qu'on serait dans une application Windows, puis on voudrait en partir 1000, ça serait la meilleure façon de mettre sur le cul notre machine. Exactement. On peut essayer de le faire, et d'ailleurs, vous pouvez tenter de le faire, mais vous allez remarquer à ce moment-là que le taux d'allocation de ressources de Windows va monter beaucoup, et là, votre système d'exploitation va sembler beaucoup plus lent. Mais on n'est pas limité à 25? Par process? Oui. Alors, ASP.NET limite le nombre de threads à 25, mais il n'y a pas de limitation dans la plupart des autres programmes, et donc on peut se partir autant de threads qu'on voudrait, et on pourrait littéralement se mettre la machine à terre, justement en partant une centaine de threads. Supposons que je reviens à mon scénario là, du développeur qui dit, moi, là, tout ce qui s'appelle trading, concurrence, là, ça me tente pas d'avoir me badrer de ça. Je voudrais juste travailler dans un monde monothread, un seul thread. Donc, est-ce qu'il y a une raison qui ferait en sorte que je dois au moins à me préoccuper de ça, ou bien je peux littéralement en faire abstraction puis dire, moi je programme, j'attache tout mon code dans ma couche présentation quand je fais mon application Windows, ou quand je suis en ASP.NET, je mets tout mon code attaché à mes événements, puis merci, bonjour, je suis heureux comme ça. Est-ce qu'on peut rester avec ce niveau d'abstraction-là, ou bien il y a quand même une préoccupation que les auditeurs devraient avoir? Si on travaille en mode Windows, il est possible de toujours dire, regarde, je peux ignorer justement le fait qu'il existe plusieurs threads. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce cas-là, il va falloir qu'on programme avec les vieilles techniques d'auparavant. Par exemple, si on a un long travail de traitement à faire avec un bouton, ben là, il va falloir s'amuser à faire une boucle où est-ce qu'on va des fois faire des do events, merci. Application.doEvents une fois de temps en temps pour pouvoir redonner le contrôle au thread principal de Windows pour qu'il puisse gérer les événements, tout ça. Donc, on est capable de revenir à ces vieilles techniques-là de Mais programmation. qui donne pas beaucoup de... En tout cas, ça n'aurait pas des interfaces. Ben, en passant, ça fonctionnait sur Windows 3.1, donc faut croire que c'était quand même pas si pire que ça. Et il y a encore beaucoup d'applications de nos jours qui sont unithread. Exemple, quand vous ouvrez Notepad sur vos ordinateurs, un Notepad est 100% unithread. Il n'y a pas de thread qui va jamais être créé par quoi que ce soit. Donc, c'est possible quelqu'un qui fait des applications Windows d'ignorer complètement cette complexité-là, de dire, moi, je vais travailler en mode unithread. Merci, bonjour, je suis heureux. Plus de luck. Mais par contre, quand on arrive en ASP.NET, ce modèle-là va commencer des fois à échouer. Pourquoi? Ben parce qu'en ASP.NET, on est en multithread, qu'on le veuille ou non. Et donc, dès qu'on va avoir plusieurs requêtes qui arrivent en même temps, il est possible que justement deux threads puissent s'occuper de plusieurs requêtes. Et à ce moment-là, si ces deux threads-là utilisent les mêmes ressources, ben il est possible qu'on ait une collision de ressources. Mais ça, c'est des threads qui sont gérés par ASP.NET. Oui. Donc, on n'a pas à créer des threads au niveau web. Là. Définitivement, t'as pas besoin de créer les threads, et c'est ça qui est le problème. T'as pas besoin de créer les threads, mais t'es responsable de ramasser les problèmes par la suite. Par exemple, tu décides d'écrire un simple log. Admettons que quelqu'un clique dessus un bouton, tu dis, je vais juste écrire dans le fichier log qu'il y a eu un problème. Mais là, on se dit, c'est bien simple, le fichier log, il n'y aura pas de problème à écrire ça. Et en effet, 95% du temps, quand on va utiliser la page web, le fichier log va s'écrire sans aucun problème. Mais une fois de temps en temps, vraiment une fois de temps en temps, on va avoir une erreur de contention. Parce que là, tout d'un coup, il y a un deuxième thread qui veut écrire en même temps que l'autre, et là, naturellement, on va avoir toutes sortes d'erreurs. Celui qui arrive après, ben là, il se fait dire, écoute, le log est déjà pris, parce que quand tu ouvres un fichier, absolument, C'est ça, mais même si tu ouvres un fichier en mode partagé, parce que justement, quand je vais faire je vais faire une conférence là-dessus avec du code source dans 2 semaines, alors, je vais avoir du code, et là, on va remarquer qu'ils peuvent écrire les deux en même temps, et on va perdre une écriture. C'est ça que ça veut dire littéralement. Parce que les deux vont essayer d'écrire à la même position, ils pourront pas juste, ils vont s'écrire l'un par-dessus l'autre. Donc, une bonne raison pour se préoccuper du sujet d'aujourd'hui, c'est que si vous faites des applications web,
vous avez intérêt à toujours à pas présumer que vous êtes Unithread. Et c'est ça que le gros problème, c'est qu'on peut présumer qu'on est Unithread quand? Ben, justement, quand nos applications sont plutôt petites. Hein? Dans un intranet, quelles sont les chances qu'il y ait comme 25 usagers qui arrivent en même temps sur ma page web? Ça va arriver très rarement. Mais là, voilà, à mesure qu'on va avoir des sites Internet, des sites plus populaires, à mesure qu'il va y avoir de plus en plus de personnes en même temps sur le site web, à mesure qu'on va commencer à avoir ces problèmes-là. Mais là, on parle de concurrence, là. On parle pas nécessairement de trading, là. Non, on a un petit peu dévié du sujet, Ouais, malheureusement. Mais voilà, t'as pas besoin de savoir, t'as pas besoin de connaître, je devrais plutôt me réviser puis reprendre tout ce bout de discussion-là, puis dire plutôt ceci. On n'a pas besoin de... Il me regarde en disant, je vais pas faire le montage de ça. J'ai pas besoin de gérer le trading, mais j'ai par contre besoin de gérer les effets de concurrence qui pourraient survenir. Parce que créer des threads dans les applications ASP.NET, c'est vraiment pas recommandé. Non. Parce que ASP.NET gère lui-même son propre pool thread. Exactement. Puis tout ce qu'on a à faire finalement, c'est d'écrire nos pages web. Donc déjà là, si on rajoute des threads en code qu'on a déjà fait, on vient un peu là, de mêler là, l'affaire. C'est ça. Vous devriez pas créer vos propres threads dans ASP.NET. C'est pas recommandé. Et vous devriez créer vos propres threads, peut-être dans certaines applications Windows Form, là où est-ce que vous pensez que vous allez avoir un gain au niveau de l'interface usagée, surtout. Puis d'ici la fin de l'émission, on va expliquer à nos auditeurs la bonne pratique pour les créer, parce qu'il existe justement des outils qui sont fournis avec 2005 pour simplifier le travail quand on veut créer nos threads au niveau Windows Form. Ouais. Mais avant de se rendre à ce niveau-là, comme quand je programme, bon, imaginons que moi là, ce que j'ai vraiment besoin d'avoir une interface qui est très flexible, qui répond très rapidement. Donc, je veux me créer des threads. Comment ça fonctionne là, si on essaie d'expliquer à un développeur qu'est-ce que ça a l'air la programmation? Il y a plusieurs façons et techniques pour se créer des threads. Alors, c'est pas l'embarras du choix qui manque. La façon la plus de base, celle que les développeurs vont probablement voir les premières fois, c'est la façon de tout simplement utiliser la classe thread pour se créer nous-mêmes nos propres threads manuellement. C'est une façon plutôt de bas niveau, mais qui est relativement efficace. Et donc, dans ce cas-là, on va pouvoir se créer les threads comment? Ben, on va tout simplement se créer une instance de la classe thread qui va être initialisée avec un delegate qui va pointer vers une méthode. Et c'est cette méthode-là qui va être exécutée au moment où qu'on va démarrer le thread en utilisant la commande thread.start. Donc, ce nouveau thread-là va être un sous-fils du thread principal dans lequel j'exécute. Exactement. Puis j'imagine que ce thread-là, au niveau de la sécurité, va hériter de tous les attributs de sécurité que mon thread Exactement. principal Il va avait. hériter de tout le security token de son parent. OK. Ça, c'est une façon de créer, c'est celle assez standard. Est-ce qu'il y a d'autres approches qu'on peut, ou d'autres mécanismes? Peut-être le seul petit problème qu'on a, c'est qu'à chaque fois qu'on va créer et détruire des threads, il va avoir un certain coût pour le système d'exploitation de pouvoir créer et détruire des threads. Et donc là, naturellement, à chaque fois qu'on a une opération qui est très coûteuse, on va essayer de s'en sauver comment? Mais en utilisant la technique du recyclage. Et donc là, naît le thread pool. Le thread pool, c'est tout simplement le fait de dire que quand j'ai plus besoin du thread, plutôt que de le détruire tout de suite, je vais le garder dans une sorte de bassin dans lequel on va mettre tous les threads que j'ai plus de besoin, puis on va les conserver là-dedans pendant un certain bout de temps. Ça, c'est au niveau de ton application, l'application que tu codes. Exactement. Alors, les applications qu'on code en .NET peuvent utiliser le thread pool. Et là, dans ce cas-là, je n'utiliserai pas la classe thread que je parlais tantôt. Je vais plutôt utiliser les classes du thread pool pour pouvoir me démarrer mes propres threads. Et là, s'il y a une thread de disponible dans le thread pool, elle va être prise. Et s'il n'y en a pas de disponible, parce que justement, toutes les threads enfants sont occupés, on va en créer une nouvelle dans le thread pool, jusqu'à un certain maximum. Le maximum par défaut est environ de 25. Puis ça, c'est une meilleure approche parce que justement, c'est très coûteux créer un thread. Donc, c'est beaucoup plus facile de les recycler. Exactement. C'est beaucoup plus simple et recyclé parce que pour la plupart des applications, on n'a pas besoin de faire des opérations spéciales avec les threads. C'est quoi les opérations spéciales qu'on peut faire avec les threads? Ben, si on utilise une classe de base de thread, on peut faire des opérations comme changer la priorité d'un thread. Par exemple, pour lui monter sa priorité ou descendre sa priorité. Une autre chose, on peut donner des noms à des threads, par exemple, pour qu'on puisse mieux contrôler comment le thread fonctionne. On peut déterminer si le thread est foreground ou background. Okay. Comme ça, on est capable de savoir si notre application va survivre au-delà de la mort du thread principal grâce à un thread Mais là, quand on fait du pooling, est-ce que ces attributs-là, on peut est-ce qu'on a le pouvoir de pouvoir les... Non, justement, quand on va faire du thread pooling, on va dire, là, tu joues pas avec les threads.
Pourquoi? Ben parce que justement, si t'es pour jouer avec les priorités des threads et que tu remets ça ensuite dans le thread pooling, ben la prochaine personne qui va reprendre le prochain thread va peut-être pas être sur la bonne priorité et ainsi de suite. Tout à fait. Donc, le but, c'est de dire que les éléments du thread pooling, ça va être des threads plutôt vanille, des threads normaux. Ils n'auront pas de nom, ils n'auront pas de priorité, ils n'auront pas d'éléments background ou foreground. Ils vont juste être là. Donc là, on vient d'expliquer, en tout cas, les approches pour créer nos threads. Un des effets, puis on a déjà glissé un mot, un des effets quand on se met à faire du multithread, c'est qu'il faut gérer les concurrences. À toutes les fois qu'on va accéder à une ressource, il faut être conscient de dire, oups, je peux avoir un autre thread qui veut parler à la même ressource. Surtout si c'est du code qui est identique. Donc, on pourrait dire le premier truc, si vous êtes pour faire la programmation multithread, c'est de dire, utilisez pas de ressources partagées entre vos threads. Hein? Ça, c'est la façon la plus simple. C'est la façon la plus simple, c'est le truc de base, et c'est un truc qu'on va encore répéter probablement pour les prochaines années à venir. On va dire, isolez le plus possible le travail que vous faites dans vos threads. Comme ça, si votre thread et toutes ces ressources sont isolées, vous êtes sûr qu'un autre thread pourrait pas venir jouer dans vos plates-bandes. Mais une des choses qu'il faut être conscient quand on va programmer les threads, c'est qu'on va avoir à gérer la concurrence. C'est-à-dire que si nos fameux threads travaillent avec certaines ressources, il faut à ce moment-là s'assurer qu'on ne se retrouve pas dans des situations où deux ressources sont en train d'attendre après la même. En fait, pas en train d'attendre, pire, en train de travailler après la même ressource. C'est surtout ça le gros problème. S'il y avait un mécanisme d'attente, on n'aurait pas de problème. C'est là tous les problèmes des threads. C'est quoi les exemples de problèmes qu'on peut vivre avec la concurrence, justement? Il y a des gros problèmes qui sont devenus des cas historiques, je pourrais dire. Par exemple, en 97, Microsoft ont sorti un produit qui s'appelle Office 97 avec PowerPoint 97. Et PowerPoint 97 est donc la première version qu'on pouvait utiliser finalement sur NT4. Qui venait tout juste de sortir à l'époque. Et NT4 était tout nouveau, tout frais, et pouvait aussi rouler sur des ordinateurs à multiples processeurs. Okay. Une des choses intéressantes, c'est que dans le code de démarrage de PowerPoint, il y avait justement un thread qui s'amusait à faire l'initialisation de certaines variables. Puis il y en avait un autre thread qui s'amusait à lire ces variables-là qui avaient été initialisées. L'idée étant là, c'est que vous voulez rapidement que l'application, en tout cas, soit vivante le plus rapidement possible aux yeux de l'utilisateur. À cause de la façon que le thread scheduling était fait, qu'on avait un seul processeur, ça allait relativement bien parce que notre thread avait le temps d'initialiser habituellement les variables avant que l'autre thread soit cédulé pour les lire. Mais là, dès qu'on était de son ordinateur à deux processeurs, qu'est-ce qui se passait? Là, les deux threads pouvaient vraiment rouler en même temps parce que là, les CPU pouvaient eux-mêmes céduler les deux threads en même temps. Et là, qu'est-ce qui se passait? On avait un thread qui tentait d'initialiser des variables pendant que l'autre thread tentait de les lire. Crash. Exactement. Mais là, je reviens avec mon auditeur qui dit, moi, là, j'achète jamais ça, des machines avec 2, 3, 4 processeurs. Pourquoi ça me préoccuperait encore ces histoires de concurrence-là? Parce que là, maintenant, on est dans une phase de l'informatique assez intéressante. Pour la première fois dans l'histoire de l'informatique, où est-ce qu'on avait la loi de Moore qui disait que les ordinateurs allaient toujours doubler de puissance à chaque 18 mois, côté vitesse, on arrive à un certain bottleneck, je pourrais dire. Bottleneck qui est créé par le fait que là, maintenant, les processeurs deviennent trop chauds si on tente de les accélérer plus vite. Puis bottleneck aussi au niveau où est-ce que on commence à avoir de la difficulté à réduire la taille des graveurs. J'ai appelé ça des graveurs, finalement. Puis les éléments qui vont créer finalement les puces, on a de la difficulté à les réduire en taille. Mais le marché va encore qui double à tous les 18 mois. Donc, quelle est la meilleure façon de doubler si tu peux plus jouer sur l'espace? Hey, t'en ajoutes. T'en mets deux. Exactement. Alors là, on va justement augmenter les capacités avec le parallélisme. Donc ça, c'est la nouvelle chose. Et là, on a les nouveaux Pentium d'un Intel qu'on appelle les Dual Core. Et le but de ces nouveaux Pentium-là... Le mot le dit dual core veut dire que tu as deux processeurs dans un. Ouais. AMD aussi a la même chose. Exactement. Et pourquoi? Parce que c'est là-dedans que tant le futur, mais tant qu'on n'est plus capable de faire accélérer les processeurs, mais qu'on veut encore nous vendre des machines plus rapides, là, on s'en va vers là. Donc, si tu es sur un processeur dual core, puis tu as deux threads, ils vont rouler en parallèle comme si tu serais sur deux processeurs. Exactement. Donc, beaucoup de symptômes qu'on voyait pas vont commencer à apparaître sur ces types de machines-là. Puis tout à l'heure, on va avoir des quad-core, en tout cas, encore plus. Puis là, on va avoir beaucoup d'effets liés à la concurrence. D'où notre intérêt, surtout si on fait des applications qui roulent sur des serveurs, de se préoccuper de comment on gère les accès aux ressources.
En tout cas, la Exactement. concurrence possible avec les extra ressources. Regarde, je vais donner un autre exemple d'un problème historique qui a eu lieu. C'était en 2002, il y a eu une grosse panne d'électricité à travers l'Amérique. Ouais, en plein mois d'été, là. Exactement. Alors, ça avait affecté la Toronto province de était dans le l'Ontario, New York, Ohio. Mais- Ce qui s'est passé pour cette grosse panne d'électricité-là, à l'époque, est dû à plusieurs causes. Et entre autres, il y avait un problème de monteur de lignes et de branches d'arbres qui avaient accroché des lignes électriques. Ça, normalement, ça aurait dû faire allumer des alarmes à la centrale électrique de la Ohio First. Mais la Ohio First Electric Company a rien vu de tout ça. Pourquoi? Ben parce qu'ils avaient un système de monitoring, mais le système de monitoring avait du multithread. Il y avait un thread qui était utilisé pour afficher l'interface, puis un autre thread qui était là pour aller chercher les événements dans la queue. Ouais. Et devinez quoi? Le thread qui gérait Les événements dans la les queue. événements dans la queue, ce thread-là, il était dans une boucle infinie. Et là, qu'est-ce qui se passait? On pouvait bien aller dans notre interface, faire refresh, tu n'avais toujours pas d'événements qui arrivaient. Et donc, quand les gens ont appelé la centrale et ont dit il devrait avoir des problèmes de surtension, les gens de la centrale ont dit non, il n'y a pas de problème de surtension. Regarde, je fais refresh, il n'y a rien qui se passe, tout est clean. Naturellement, quand ils ont redémarré le système après que l'électricité soit tombée, ils se sont aperçus que là, il y avait comme des centaines d'événements qui attendaient dans la queue. Et voilà. Et ça, cette panne d'électricité-là a eu des ramifications qui ont fait que ce problème de trading-là a coûté des millions et des millions de dollars à la société en général. Donc, Ça leur a pris 4 mois avant de pouvoir reproduire l'erreur de trading. Pourquoi? Parce que les gens qui ont voulu déboguer le système par la suite se sont aperçus de quelque chose que vous allez vous apercevoir si vous faites de la programmation en trading. Il n'y a pas de bons outils pour nous aider à gérer le multitrading. Ça, c'est un élément là, super important que tu apportes. Déboguer des applications multitrading, c'est compliqué, c'est pas évident. Les problèmes sont vraiment pas évidents à reproduire. Là. Oui, parce que c'est des problèmes de synchronisation. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es capable de les reproduire une fois par lune bleue. Et donc, une fois de temps en temps, le problème va survenir. Là, tu dis, je pense savoir comment reproduire le problème. Mais tu peux pas, ce problème de thread scheduling. Et donc, ils appellent ça, ce problème-là, le racing condition. C'est-à-dire que des fois, il va y avoir un thread plus rapide que l'autre qui va faire que le programme bug. Et puis là, d'autres fois, ça va pas arriver parce que là, les threads vont avoir été bien ça, c'est ciblés. la course d'exécution qui fait qu'un arrive avant l'autre, mais pas tout le temps, puis dépendant de la Et donc, séquence. Tu sais, la plupart du temps, ça fonctionne bien. Puis une fois de temps en temps, pouf, ça plante sur toi. C'est ça, le client t'appelle, dit j'ai un bug, t'es jamais capable de le reproduire. Exactement. Un bon exemple, quand vous utilisez Internet Explorer puis qui bug en allant sur un site web, puis là vous y retournez 2 minutes après, puis là il fonctionne. Problème de thread scheduling, il y a une racing condition quelque part, puis bon, avec un produit complexe comme ça, même des ingénieurs comme Microsoft sont pas capables de pouvoir déterminer toutes les racing conditions qu'on pourrait avoir. Mais là, si on n'est pas vraiment capable de reproduire, donc de créer des conditions pour se faire des tests, par exemple des tests unitaires, est-ce qu'on doit abdiquer puis se dire on fait rien, ou il y a quand même des choses qu'on devrait faire quand on programme pour au moins essayer de se préserver ou en tout cas de se protéger? Ben, la meilleure façon, c'est d'essayer d'utiliser des techniques de synchronisation. On va parler des techniques de synchronisation dans quelques instants. Donc ça, c'est une manière pour se protéger. Bon. Une autre manière de se protéger, c'est de faire ce que je disais tantôt, de dire on va isoler autant que possible nos ressources dans les threads. Donc les threads vont partager le minimum d'informations. Et une troisième manière, c'est tout simplement de regarder le problème autrement. Dans le futur, probablement, on ne va plus gérer les threads comme on le fait présentement à très bas niveau. On va créer des outils de plus haute On va créer abstraction. des outils de plus haute abstraction. Certains disent que peut-être même on va revenir avec la mode des langages de type fonctionnel. Parce que les langages de type fonctionnel ont un gros avantage, c'est qu'ils sont définis, une fonction est définie par d'autres sous-fonctions qui est définie par d'autres sous-fonctions. Et ça, c'est hautement parallélisable à travers plusieurs threads. Et plusieurs gens disent que ça va être un peu comme la revanche des langages fonctionnels dans quelques années, quand finalement le dual core et tout ça va être un fait accompli, parce que ça va être trop difficile de vraiment gérer, comme on le fait présentement, les ressources en disant je vais faire attention, je vais essayer de pas Sauf trop que partager mes ressources. si tu fais pas de trading, t'auras jamais ces problèmes-là. Ben, si tu fais pas de trading, en effet, tu auras rarement ces problèmes-là. Mais là, voilà le problème, c'est que à part quelques applications Windows simples, tu vas avoir à un moment donné à faire du trading. À peu près tout le monde fait des Inévitablement. applications web aujourd'hui. En tout cas, c'est rare quelqu'un qui n'a pas une application web. Et t'as pas à faire de trading en web. Non, mais t'as au moins, si tu accèdes à une ressource, faut peut-être que tu te préoccupes de protéger les concurrences possibles, parce que tu sais pas si le thread dans lequel tu roules, il sera pas le concurrent d'autres threads. Oui, mais tu vas te servir de ton serveur de base de données. Là, Si tu vas c'est ça, c'est un bon point. Si tu utilises une BD, lui, il va faire ça pour toi. Ouais. Mais imaginons que tu veux accéder juste à un fichier.
Il existe des mécanismes pour Oui, mais gérer c'est pas une concurrence. bonne pratique là, en web là, de lire et écrire dans un fichier, surtout d'écrire dans un fichier qui peut être le même pour plusieurs usagers. C'est pas une bonne pratique. Là. Ben, Donc, tu faut as pas faire parfaitement ça. raison, parce que justement, tu ouvres la boîte de Pandore pour les problèmes de concurrence qu'on est en train de parler. Et donc, une bonne pratique, comme tu dis, oui, laisser un autre système gérer la concurrence, exemple les bases de données, c'est une très bonne solution aussi. Mais on s'entend, par exemple, dans le web, ça va très souvent arriver que tu vas avoir à lire des fichiers de configuration. Puis les fichiers de configuration, à ce moment-là, tu peux avoir ce problème-là. La bonne pratique, là, c'est de prendre les outils qu'on nous fournit, par exemple, avec Enterprise Library, qui s'occupent justement de toutes les conditions de racing, donc qui s'assurent eux autres de les protéger. Mais pour le bénéfice des auditeurs, on peut quand même expliquer quels sont les mécanismes qui existent pour gérer concurrence. Peut-être qu'ils n'auront jamais à le faire parce que s'ils utilisent la BD puis s'ils utilisent des bonnes pratiques, ça sera peut-être pas à le faire, mais au moins d'en être conscient. Ouais. Donc, il existe quoi comme type de technique? Puis juste avant de terminer ça, je voudrais juste terminer en disant que si quelqu'un ne fait pas attention avec la BD, il pourrait avoir quand même des effets de débordement. C'est-à-dire que tu t'attends, admettons, à faire 3 insertions dans une base de données et tu t'attends, par exemple, à ce que les 3 insertions, finalement, soient un à côté de l'autre quand tu relis la base de données. Puis finalement, tu t'aperçois, non, il y a eu des insertions qui ont eu lieu en même temps. Moi, j'ai déjà vu des clients qui ont pris pour acquis certaines choses dans leur système qu'ils n'auraient pas dû prendre pour acquis. Vous allez dire, dans le système de BD, ils n'auraient pas dû prendre pour acquis ces éléments-là. C'est vrai, là, mais je veux dire, quelque part, quelqu'un qui fait pas attention pourrait se faire. En d'autres mots, si on peut plus présumer que les choses se font un à la suite de l'autre, il y a toujours possibilité que les choses se fassent en parallèle. Exactement. Surtout dans une application web. Là. Dans une application web encore plus. Puis même avec les techniques qui s'en viennent avec Visual Studio 2005, là, la capacité de pouvoir avoir des background process, on peut être aussi dans cette situation-là. Concurrence. Quels sont les mécanismes, Eric, pour gérer justement les concurrences? Ben, on a plusieurs mécanismes, mais le mécanisme le plus important, c'est ce qu'on appelle la synchronisation. La synchronisation, c'est le fait de dire qu'on va juste être un thread à la fois à pouvoir utiliser la ressource. On va avoir le premier mécanisme, c'est ce qu'on appelle la classe interlock. La classe interlock, elle va pas vraiment faire de serrure ou de synchronisation sur la ressource. Elle va pouvoir modifier une ressource dans une opération atomique. C'est quoi? Ben, imaginons qu'on a quelque chose comme un nombre. Ben, ça a l'air ridicule, mais si on est 2 personnes à vouloir modifier le nombre en même temps, c'est pas drôle. Et on sait que quand on veut incrémenter un nombre, en fait, le processeur doit faire plusieurs opérations. Il doit lire le nombre, le mettre dans ses registres, il doit incrémenter le registre et ensuite prendre le résultat du registre et ensuite le stocker dans l'espace mémoire. C'est pas parce que c'est une instruction en C# ou en VB que c'est une instruction sur le processeur. Exactement. Et donc, la classe interlock va tout simplement offrir des opérations d'échange et des opérations d'incrémentation et de décrémentation qui vont être atomiques. Et donc, ça va être tout simplement des instructions qu'on va pouvoir envoyer au processeur qui va pouvoir lire et écrire sur la donnée en mémoire sans avoir à passer par l'intermédiaire d'un registre. Donc, pour le bénéfice des auditeurs, les mécanismes que .NET va nous fournir, c'est des classes. Interlock est à une de ces classes-là, puis on va parler d'autres, qu'on retrouve sous l'espace de nom System.threading. System.threading. Donc, Interlock, c'est une de ces classes-là. Une autre qui existe, c'est... On a ce qu'on appelle le monitor. Le monitor, ce que c'est finalement pouvoir dire que ce bout de code-là est exclusif pendant un petit bout de temps. C'est quoi la meilleure façon de pouvoir dire qu'un bout de code est exclusif? C'est un peu comme de le flaguer, de dire, regarde, j'utilise le flag et donc personne d'autre est capable de rentrer dans cette section-là. Quand tu parles de bout de code, tu parles d'un thread? Ben, quand je parle de bout de code, c'est que le thread va tout d'un coup vouloir utiliser une ressource. Alors, avant d'utiliser la ressource, il va comme la réserver avec un flag. Un flag que je vais appeler le monitor. C'est pas un peu l'opposé du threading dans le sens si tu réserves quelque chose, un bout de code d'exécution, ça vient pas à l'opposé de la technique de threading? La synchronisation, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train finalement de détruire tout le beau rêve de dire on va avoir des opérations concurrentes. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que je réserve quelque chose et pendant que je réserve quelque chose, ben, en fait, personne d'autre peut utiliser le flag. Et si quelqu'un d'autre veut utiliser le même flag, il va falloir qu'il attende que moi j'ai fini d'utiliser le flag. Et là, il va pouvoir, lui, à son tour, pouvoir utiliser la ressource. Fait que si j'ai des problèmes de concurrence avec mes différents threads, c'est peut-être pas un bon moyen de... Mais le problème des problèmes de concurrence, c'est que tu vas avoir ce que j'appelle des clashs. Parce que, l'exemple que j'ai dit tantôt, quelqu'un qui essaie d'initialiser des variables et quelqu'un qui essaie de les lire en même temps, on va avoir une collision là. Alors, si tu es capable de dire, je vais initialiser mes variables, et c'est seulement quand je vais avoir fini d'initialiser les variables que l'autre thread va pouvoir les lire, ben là, tu viens de synchroniser un peu les threads. Okay. Je sais que Microsoft n'utilise pas vraiment ce vocabulaire-là, mais dans les cours avancés de création de système d'exploitation, cours que j'ai fait il y a très longtemps, on appelait ça des sémaphores.
Donc, le principe des moniteurs, puis on va parler tout à l'heure des mutex, c'est des sémaphores que tu te sers. On va parler en fait de la classe sémaphore. Elle a un rôle un peu différent dans .NET. Ils ont vraiment Il existe une classe sémaphore? Il existe une classe sémaphore, Ah! mais son rôle est un peu différent. Le rôle de la classe sémaphore, c'est de, en effet, réservé avec un flag, mais c'est un flag avec un compteur, je pourrais dire. Et il est là pourquoi? Ben, c'est pour pouvoir dire combien de fois qu'on peut réserver la ressource avant de pouvoir dire personne d'autre est capable d'utiliser. C'est intéressant comme principe. Mais, donc, on a la classe sémaphore, monitor qui est vraiment le flag. Oui, attendez, j'ai pas fini à propos de monitor, parce que monitor, on l'utilise de différentes façons. La façon la plus simple, c'est tout simplement de faire un monitor.enter, puis un monitor. Je pense que c'est exit ou leave, Okay. pour sortir du monitor. Mais ils ont créé une façon intéressante d'utiliser le monitor dans le .NET Framework. Alors, on va avoir le mot-clé lock en C# et le mot-clé synclock en VB qui vont permettre de justement utiliser un monitor dans les coulisses. Et ce qui est intéressant, c'est que le monitor va être toujours relâché, même s'il y a eu une exception, parce qu'il va justement insérer un bloc finally. De telle façon que le monitor va être sorti, même s'il y a une exception qui est lancée en Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que si tu programmes en C#, si tu utilises le mot-clé lock, il va en arrière lui s'occuper de gérer des moniteurs, tu n'auras pas besoin de le faire au bon niveau. Exactement. Un autre mécanisme de concurrence. L'autre mécanisme de concurrence, c'est ce qu'on appelle Les mutex. mutex. Le mutex est identique au monitor, donc il s'utilise pratiquement de la même façon, mais il peut avoir un avantage. C'est que le mutex va vivre en fait dans le système d'exploitation Windows. Et on va pouvoir donner un nom à ce lock-là. Et donc ce lock-là va devenir non seulement un lock à partir d'une ressource, mais en fait qui va être partagé sur plusieurs ressources. En fait, tous les programmes de Windows vont pouvoir utiliser le même mutex. Et donc, là, dans ce cas-là, ça nous permet non seulement de synchroniser des threads dans notre application, mais des threads à l'extérieur de notre Donc, c'est application. quand tu as des threads qui roulent dans plusieurs processus, donc dans des applications différentes, tu peux te servir de ça pour faire de... Un bon exemple pour pourquoi on voudrait utiliser un mutex, tantôt on parlait de l'utilisation d'un fichier de log. Admettons, je voudrais loguer quelque chose dans un fichier. Ben, ça a l'air ridicule, mais si j'utilise un mutex, je pourrais éviter tous les problèmes de concurrence d'avoir plusieurs personnes qui écrivent en même temps. Et comment que ça va arriver? Ben, facilement, je vais avoir un mutex sur le fichier en question. Et donc, dès que quelqu'un va vouloir tenter de l'utiliser, il va devoir attendre que le mutex se libère avant de pouvoir utiliser la ressource du Parce fichier. que le système d'exploitation lui-même va gérer ça pour nous de façon transparente. Mais ça, tu codes ça dans ton application? Exactement. Tu codes ça comme un monitor, sauf que tu lui donnes un nom, entre guillemets. On te fournit une classe sous System Trading qui s'appelle Mutex. Exactement. Moi, j'ai trouvé ça utile parce que souvent, on va vouloir donc partager des ressources non seulement à partir d'un seul process, mais à partir de plusieurs process. Puis des fois, dans certains scénarios, comme les scénarios ASP.NET, où est-ce qu'on log, le mutex va être une bonne solution. Ça va être plus facile à le programmer que d'avoir une ressource monitor pour gérer le fichier log qu'on parle depuis tantôt. Souvent, il y a des certaines ressources qui sont pas en nombre, qui sont soit singletons, ou en tout cas... Donc, tu peux pas présumer que c'est juste ton application, il peut en avoir d'autres. Ouais. Le mutex Regardez, je vais devient vous donner un autre exemple d'utilisation d'un mutex. C'est assez original. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué quand on ouvre une application telle que Word. Vous allez remarquer que la deuxième fois qu'on tente de l'ouvrir, il fait juste nous ramener en avant le premier Word. Ouais. Peut-être pas Word, mais en tout cas, il y a des applications qui font ça. Et ces applications-là, ils fonctionnent comment? Parce que la deuxième fois que je parle à l'application, il va justement regarder si un mutex est déjà réservé. Et il connaît le nom du mutex qu'il recherche. Et donc, s'il voit que le mutex est déjà réservé, il va faire « Ah, l'application doit déjà rouler, donc je vais me faire un shutdown. Et avant de faire mon shutdown, je vais juste ramener l'autre fenêtre en avant. » Donc, il se promène, il retrouve finalement ton processus Il qui retrouve était le déjà processus actif. original. Il le remet C'est actif. intéressant d'utiliser un élément comme le mutex, c'est que ça va empêcher des problèmes de synchronisation qu'on aurait eu comme auparavant. Parce que c'était quoi le gros problème de synchronisation qu'on avait auparavant? C'est qu'on pouvait avoir deux process qui démarraient presque en même temps, mais que il n'avaient pas commencé encore à initialiser aucune de leurs variables et ils se détectaient pas l'un l'autre. Ils apparaissaient pas dans la liste des programmes qui roulaient. Et donc là, on pouvait avoir vraiment deux programmes qui roulaient en même temps, puis ça faisait toutes sortes de bugs bizarres. Il reste un dernier mécanisme aussi de gestion des concurrences qui sont les... Il y a les Reader-Writer Lock. Ce qui est intéressant avec les Reader-Writer Lock, c'est que ça va être un lock traditionnel dans le sens du terme, mais il va être en deux modes. Il va être en mode reader ou en mode writer. À chaque fois qu'on va avoir besoin de la ressource en mode reader, on va pouvoir être plusieurs ressources en même temps à l'utiliser. Et s'il y a tout d'un coup une ressource en mode writer qui veut utiliser la ressource, ben il va falloir qu'elle attende que tous les readers, naturellement, se libèrent la ressource. Une fois que le writer a la ressource, il est unique à l'avoir. Il peut pas avoir ni aucun autre reader, ni aucun autre writer en même temps que lui. Et quand lui libère la ressource, ben là, il y a d'autres readers ou Donc, d'autres writers. c'est vraiment un mécanisme pour tenir compte du fait que tu as beaucoup de ressources qui sont un écriveur
plusieurs lecteurs. Exactement. Comment tu débugs ça? Ben justement, le but c'est que normalement quand tu utilises ces structures-là, t'as pratiquement pas besoin de les débugger. Ils vont comme on dit s'auto-gérer elles-mêmes. Le vrai gros problème c'est quand il va t'en manquer une quelque part et que là tu vas pas avoir justement de synchronisation. Comment que tu vas faire pour trouver où est-ce qu'il t'en manque un lock? Quand ça va bien, mais la fois que ça va pas bien, là... C'est pour ça que quand tu utilises ça, c'est toujours j'ai mis mon début, j'ai mis ma fin, parce que faut toujours qu'ils vont en paire, puis c'est pour ça que tu as besoin d'avoir des revues de code parce que tu peux pas compter théoriquement sur des tests unitaires pour te tester ça. Si tu es bon dans tes locks, ce que tu vas pouvoir faire, c'est que tu vas pouvoir les utiliser de façon locale. Dire par exemple, dans ma même méthode, je vais ouvrir mon lock et je vais le fermer en même temps. Mais imaginons un système plus complexe où est-ce que je suis obligé dans une méthode d'ouvrir le lock et dans une autre méthode de le fermer le lock. C'est là les problèmes parce que là, dépendant des chemins d'exécution, est-ce que je suis toujours sûr que je vais passer par la méthode qui va justement libérer le lock? Une chose que je pourrais dire, c'est, en tout cas pour les auditeurs, ça vous donne un peu un aperçu de la difficulté ou la complexité que ça peut être de créer un système d'exploitation, parce qu'on ne vous cachera pas que dans un système d'exploitation comme Windows Server 2003, tu as beaucoup de code de cette nature-là. Puis chez Microsoft, forcément, ils se sont créés des outils pour être capables d'essayer de simuler parce qu'ils sont pas juste dit on va vérifier puis faire des doubles revues, des triples revues, mais ça donne un aperçu en tout cas que c'est assez complexe. Puis la question là, que moi je vais te dire, c'est avec Visual Studio 2005, est-ce que Microsoft essaie de nous simplifier la vie pour nous dire, ben regardez, ça existe. Si vous en avez vraiment besoin, utilisez-le. Mais si vos problèmes que vous cherchez à résoudre sont d'un niveau beaucoup plus simple, il existe des choses plus simples. Est-ce qu'on peut dire que oui? Pour la synchronisation des ressources, malheureusement, le problème reste entier. Ça, naturellement, le problème va pas être résolu par Visual Studio 2005. Est-ce qu'il va y avoir des outils dans le futur qui vont nous aider? Ben, tantôt, j'avais parlé peut-être des langages fonctionnels qui vont peut-être venir nous sauver la vie. Ça reste à voir. Des abstractions plus élevées, des modifications aux spécifications de C# et VB pour nous permettre de gérer ça. Peut-être. Là, pour l'instant, le problème reste entier pour la synchronisation des ressources. Un des outils que Microsoft nous a donné, c'est finalement deux choses. Ils nous ont donné d'abord un design pattern pour nous aider à gérer ce qu'on appelle des appels asynchrones. Ils appellent ça le Asynchronous Design Pattern. Et ce qu'ils vont conseiller aux gens, c'est d'utiliser des méthodes comme begin, nom d'une méthode, et end, nom d'une méthode, pour pouvoir utiliser les threads du thread pool pour pouvoir appeler justement une méthode spécifique. Okay. Ça peut déjà nous aider. Et le problème d'utiliser cette approche-là, quand même, c'est que quand on va être dans des applications de type Windows, il faut toujours faire attention parce que, comme tu disais tantôt, toutes les applications Windows doivent rouler à partir d'un seul thread. Mm-hmm. Hein? On peut pas avoir un contrôle Windows qui va être modifié par un thread secondaire. Il faut absolument que ça soit géré par le thread qui l'a créé. Et quelle est la meilleure façon de s'assurer qu'il n'y aura pas de thread secondaire qui modifie notre thread Windows? C'est de toujours s'assurer de rappeler, si je pourrais dire, sur le thread principal. On avait une méthode complexe en 2003 pour pouvoir rappeler à partir du thread principal en utilisant encore là la même approche d'appel asynchrone. Donc, si j'essaie juste de résumer la problématique que tu dis, j'ai mon thread principal qui est mon thread qui s'occupe de gérer mon interface usagée. Pour des questions d'avoir une application qui répond, je crée un nouveau thread. Ce nouveau thread-là, mettons, il voudra travailler sur les boutons. Il peut pas, il a pas le droit. Non. Parce que c'est juste le thread principal. Il est obligé d'envoyer son travail au thread principal. Donc là, il fallait tout mettre en place des mécanismes de communication pour que le thread fils soit capable de renvoyer au thread principal, dire fais-moi ci pour moi. Puis donc, tous ces mécanismes de communication-là devenaient très ardus. Tu avais encore là tous les problèmes de concurrence possibles parce que souvent, tu n'en partais pas juste un thread, tu en partais plus qu'un. Ouais. Donc, puis le gros problème, c'est qu'en .NET 2003 et en .NET 2002, on avait le problème que la plupart des programmeurs n'étaient même pas conscients que tout d'un coup, ils étaient en train de modifier un contrôle. Oui, tout à fait. Parce que souvent, ce qu'il allait faire, c'est qu'il allait appeler une méthode qui s'appelle update. Il disait à la fin, OK, quand j'ai fini, j'appelle la méthode update. Puis là, il savait pas, mais la méthode update qui est écrite par quelqu'un d'autre, elle va modifier justement des choses de ta fenêtre Windows. Alors là, ce qu'on a décidé de faire, Microsoft, ils ont dit, regarde, on va offrir quelque chose de nouveau. Oui, la vieille technique existe encore si vous voulez avoir ce genre de contrôle-là. Mais badrez-vous plus de l'utiliser, prenez l'affaire nouvelle. On a la chose nouvelle et ça s'appelle ce qu'on appelle le background worker thread.
Ok. Ça va être un nouveau contrôle qui va être disponible pour les Windows Forms. C'est Et- une série de classes aussi, je pense. Oui, c'est une série de classes, mais quand vous allez l'utiliser, ça va être surtout en mode contrôle sur les applications Windows. Vous allez drag and dropper le contrôle. Dans Puis en votre fait, form. je dis contrôle, mais c'est component entre guillemets parce qu'il n'y a pas vraiment d'éléments visuels. Hein, C'est un peu comme un timer, mais là, c'est un background process worker que tu te mets. Exactement. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous permettre De lancer un thread. exactement de lancer un thread et que quand il va avoir des événements, comme par exemple l'événement j'ai terminé ou l'événement il faut faire un update, admettons, sur combien qu'on est rendu dans la tâche, ça va être des événements qui vont être lancés sur le thread principal. Donc, ce thread-là, par événement, de façon événementielle, va te permettre de faire la communication entre le background thread puis ton thread principal. Exactement. Ton thread principal, il faut juste répondre à ces événements-là pour faire les rafraîchissements, par exemple. Exactement. Et donc là, maintenant, tout ce qu'on va avoir le programmeur à souci, c'est de dire, bon, ben là, maintenant, j'ai besoin de répondre à tel événement ou à tel autre événement. Et je les programme. Je sais que ces événements-là vont toujours avoir lieu sur le thread principal, à part, naturellement, pour ce que j'appelle l'événement do work. Cet événement-là, do work, naturellement, littéralement, va naturellement avoir lieu sur Le thread background. le thread background. Exactement. OK. Est-ce qu'il y a autre chose qui vient au niveau de Visual Studio 2005 qui aide aussi au niveau du threading? On a le fait que maintenant, dans plusieurs classes, on va supporter l'asynchronisme. Par exemple, dans ADO.net, on a beaucoup plus de capacité de pouvoir travailler avec les bases de données de façon asynchrone. On a, par exemple, aussi un autre fait, quand on a maintenant des exceptions qui arrivent dans un thread secondaire, auparavant, ces exceptions-là, s'ils n'étaient pas gérés, ils faisaient tuer le thread, mais le thread principal n'était jamais averti de l'erreur. Là, maintenant, il va être averti de l'erreur. Donc, on récapitule cette affaire-là, puis c'est quand même quelque chose d'important Ouais. qu'ils ont rajouté. Supposons que j'avais parti un thread, puis ce thread-là, j'ai généré une exception. L'exception n'était jamais propagée à mon thread principal. Donc, si moi, je ne la gérais pas par exemple, dans le background thread, ce qui pouvait arriver, mettons, j'avais jamais fait de gestion des exceptions, ben, je savais pas qu'il y avait un problème parce que mon thread mourait, puis that's it. Tandis que là, au moins, l'exception va être propagée jusqu'au thread principal, puis ultimement, jusqu'au framework. Oui, si de tu point gères pas net les qui lui threads. va dire, hey, il s'est passé quelque chose. Exactement. Puis moi, je veux juste revenir à audio.net. Tu parlais que c'est possible de lancer plusieurs requêtes en même temps. Oui, c'est possible de pouvoir lancer plusieurs requêtes en même temps. Je pourrais envoyer une requête à un serveur SQL, un serveur Oracle, un serveur DB2 par exemple, puis tout ça me retourne des informations sur des threads différents. Exactement. Comment on gère ça? Ben là, justement, il va falloir que tu fasses attention parce que si tu décides de toutes les ramener dans le même dataset, si tu y penses un peu, le dataset, lui, il va pas bien gérer la concurrence. Est-ce que c'est ça qu'on appelle Mars? Non, Mars, c'est pas ça. Mars, c'est Multiple Active Record Set. Ok. Et Mars, c'est le fait de pouvoir, dans certaines bases de données, et la seule que je connaisse qui fasse ça, c'est SQL 2005, ouais. c'est de pouvoir utiliser plusieurs requêtes en même temps, c'est-à-dire, exemple... Avec une seule connexion, avec une avoir seule plusieurs connexion, results sets. avoir plusieurs result sets en même temps et donc avoir plusieurs résultats. OK, donc c'est exemple, pas la avoir même plusieurs chose. data readers. OK, parfait. Donc c'est pas la même chose. C'est pas la même chose du tout. Mais juste un point justement là-dessus. SQL Server 2005, si vous utilisez ce produit-là, lui, il est multi-threading, c'est un produit fabuleux pour gérer toute la concurrence. Donc, comme tu disais un peu plus tôt, souvent, une des façons de gérer la concurrence, c'est faites-le donc faire par un produit qui sait faire bien ça. Donc, par exemple, utilisez votre BD, puis dites-lui à lui, fais-moi un job pour moi. Puis souvent, votre architecture va être beaucoup plus simple et beaucoup plus solide. Pétez votre problème dans le cours. Ben écoute, il y a des millions et des millions d'heures de travail qui ont ouais. été mis dans SQL Server 2005. Puis pourquoi pas en tirer bénéfice? Vous le payez de toute façon à un bon prix, ce serveur-là. Donc aussi bien lui demander à lui de faire certaines des tâches pour vous. Mais ça n'empêche pas que je pense qu'il faut que au moins nos auditeurs soient conscients de tout ce que c'est le trading et les problèmes de concurrence possibles. En fait, avant de se lancer dans le trading, faut savoir qu'est-ce qu'on fait, je pense. Faut avoir lu, faut avoir un peu expérimenté. Tu commences pas à faire du trading dans une application qui va être critique quand t'en as jamais fait, là. Si on récapitule, si vous voulez vraiment pas, les problèmes de performance sont pas un enjeu pour vous, donc vous pouvez toujours vous assurer de continuer à faire comme aujourd'hui, d'être toujours dans le master thread. Si vous faites des applications web qui n'ont pas des milliers d'utilisateurs concurrents, vous pouvez présumer que c'est pas grave s'il arriverait vraiment. En tout cas, ça va arriver une fois sur 1 million, un effet de concurrence, donc c'est Mais peut-être pas un seulement si enjeu. vous utilisez des ressources de base. Oui. Si vous faites le truc que Didi, c'est-à-dire Utiliser utiliser la juste BD. la Regarde, BD. j'ai y fait a pas des de problème. applications web là, qui servent des milliers d'usagers. J'ai fait du web depuis 10 ans. J'ai jamais fait de trading.
Parce que Donc, c'est SQL juste, le j'avais- gérait pour toi. Oui, c'est ça, exactement. Oracle Puis ou- j'avais en tête là que oui, il y a des problèmes de concurrence si on essaie de lire dans les mêmes fichiers en même temps. Là. Donc, on essaie d'éviter ce genre de problème-là. Par contre, si demain matin, vous allez travailler chez Amazon, puis vous pensez avoir des milliers de personnes concurremment, ça vaut peut-être pas la peine de faire une revue de votre code pour vous préoccuper, pour essayer de voir est-ce qu'il y a des ressources qui pourraient être en problème. Si c'est toujours juste une BD, il ne devrait pas en avoir, mais la vraie vie, c'est que souvent des ressources, que ce soit juste par exemple l'accès à un vieux système de ton patrimoine à travers une connexion sur un mainframe, c'est une ressource, ça. Oui, mais il y a des techniques là, pour ramener ces informations-là, ou pouler, ou cacher là, ces informations-là. Ben, Il y a faut juste en être conscient. plein de choses. C'est ça. Au niveau architectural, il faut connaître un petit peu ces techniques-là pour que notre application puisse supporter un nombre élevé d'usagers. Éric, moi je te remercie. Je pense que ça fait le survol de qu'est-ce qui touche vraiment. trading. J'espère qu'on n'a pas fait trop peur aux auditeurs. En tout cas, moi, j'ai souvent posé des questions qui allaient peut-être à l'encontre là, du trading, mais je pense que mon point ici, c'est si vous vous lancez dans le trading, sachez qu'est-ce que vous faites. Je dirais que en tout cas, les dangers sont moindres si vous vous limitez par exemple au background working thread. Ça c'est génial. Je Ça pense. pour les applications Windows Forms, c'est vraiment, en tout cas, c'est une belle innovation que Microsoft apporte. Pour tout ce qui est du reste de vos concurrents, je pense que là, on parle de programmation quand vous avez réellement le besoin. Mhm. Mais au moins, d'en être conscient, ça nuit jamais. Hein. Ouais, exact. La chronique Tout le monde en blog avec Éric Côté, Mon Dieu, Éric. qui est notre invité. Et, mon Dieu, t'es partout, Éric, ce soir. Je suis multithread. Oh, ouais, là, t'as réussi à plugger celle-là. Bon, Éric, qu'est-ce qui s'est passé du côté GUVSM? On sait qu'on commence toujours notre chronique en parlant de ce qui s'est passé au groupe utilisateur Visual Studio de Montréal. Alors, on a une visite de Rod Paddock tout récemment. Alors, Rod est venu nous parler de... Qui est Rod? Rod Paddock, c'est l'éditeur de Code Magazine. Donc, Et un directement de super- Seattle. Ouais, directement de Seattle et un super type. Exactement, il est vraiment très intéressant. Et là, j'ai un blanc de mémoire. Il a parlé d'Avalon. D'Avalon, bien sûr. Écoute, Vous Éric, connaissez t'étais bien. dans les premières rangées parce que tu faisais partie des gens très intéressés par le pensais sujet. juste- Je suis multitrading, mais là, j'ai des ressources qui sont barrées, hein. Ah, il y a un lock! Pour les auditeurs Avalon, c'est Windows Presentation Foundation. Tout à l'heure, tu parlais que tu t'intéressais beaucoup à Windows FX qui Exactement. touche la Et couche donc, présentation. j'ai eu la chance de voir de première main l'utilisation de XAML dans... Et ouais, ce que j'ai trouvé intéressant de la part de Rod, c'est que il faisait une utilisation business, c'est-à-dire de XAML, qui est un peu le contraire de ce qu'on voit normalement. On voit des applications le flyées là, qui tournent en 3D là, avec beaucoup de multimédia. Rod, lui, il voulait voir d'un point de vue business, donc avec des formulaires standards, avec du binding, comment Est-ce que ça ça réagissait. Puis je suis pas sûr que c'est fait pour ça, moi. Ben, moi, ma conclusion, c'est, regarde, Windows Form fait déjà ça très bien. Ouais, puis il y a tellement de contraintes, c'est-à-dire il y a des contrôles qu'on peut pas réutiliser, tout ça. Faut dire que le produit n'existe pas encore. On va les laisser Ah, sortir ouais. de version 1, puis C'est souvent pas- Microsoft, c'est la version 3 qui est vraiment le C'est produit. pas encore cuit, là. C'est ça. Puis naturellement, je pense que au début, comme vous avez dit, le but c'est d'essayer d'offrir quelque chose de plus aux programmeurs qui n'ont pas dans Windows Form. Puis c'est pas mal plus, comme tu dis, le 3D, les contrôles mobiles, l'animation. Je pense qu'ils veulent aller beaucoup plus dans cette direction-là pour rendre ça intéressant pour ceux qui en ont besoin. Et oui, on n'a peut-être pas vu la vraie valeur ajoutée avec ce que Rod nous a présenté. Parce que Rod, lui, voulait voir comment faire des applications d'affaires, tandis que Mais j'ai trouvé l'exercice intéressant. Oui. Moi, ça me dit, le travail qu'il a fait, puis la présentation qu'il a fait, ça me dit, fais pas des applications d'affaires avec XAML puis Windows Presentation Foundation. moi, ma conclusion, c'est Windows Presentation Foundation. La cible après qui ils courent aujourd'hui, c'est Flash. Oh oui. Littéralement, c'est une technologie pour compétitionner Flash. Donc, si vous pensiez faire quelque chose en Flash, puis vous dites, ouais, j'ai interagi avec du .NET, puis vous dites, peut-être que je pourrais te le faire en .NET, effectivement, ça peut être une technologie intéressante. Éric, en plus d'être notre invité, de faire la chronique, c'est toi qui es le prochain conférencier au groupe utilisateur.
Hey, on part un autre thread, là, un autre background thread. Exactement, et je vais justement parler du multithreading. Alors, la Tu restes dans le sujet, hein? Oui, elle va être un peu plus technique. Là, on va avoir des exemples de code. Je vais vous montrer justement l'exemple de comment débugger du multithreading, comment on va pouvoir faire la synchronisation, comment on va pouvoir être affecté par le fait qu'on a plusieurs threads ou plutôt plusieurs usagers sur notre site web qui veulent ouvrir le même fichier log, ainsi de Donc suite. ça, c'est le 24 avril prochain, donc Oui. le lundi. Puis il y a une conférence bien intéressante qu'on organise pendant justement la C'est conférence. probablement la Teach. conférence la plus extraordinaire de l'année, le 10 mai. C'est vraiment le panel où est-ce qu'on va avoir tous les experts qui vont venir parler de data access. Donc, Ouais. accès aux données. Accès aux données, exactement. On a différentes stratégies et là, on ne sait plus où donner de la tête. Est-ce qu'on doit utiliser des objets comme le dataset? Est-ce qu'on doit utiliser plutôt des approches relationnelles? Est-ce qu'on doit utiliser plutôt des objets d'affaires, des business objects? Est-ce qu'on doit utiliser un business layer lourd, léger? Est-ce qu'on Est-ce qu'on- devrait utiliser des outils comme des Object Relational Mapper? Est-ce qu'on devrait utiliser La génération de code. la génération de code? Donc Est-ce on qu'on place devrait tous utiliser ces experts-là, puis on les laisse s'ostiner, puis on les regarde, nous autres, en se disant « Battez-vous, les amis! Ben, en fait- Battez-vous parce que nous, on n'en a aucune idée quoi faire dans nos situations. Hein, on se bat à essayer de comprendre quelle est la meilleure approche pour finalement s'apercevoir 2-3 ans plus tard qu'on n'a pas pris la bonne approche. Puis là, en plus, on va Microsoft avoir les arrive avec des nouvelles techniques. On parle du projet Link. Oui, Il définitivement. vient de changer la donne. Oui, encore. Donc ça va être fort intéressant, là, comme... Oui, comme oui, débat. ça va être intéressant. Puis les gens présents vont pouvoir poser des questions à ces experts-là. Tous les experts qu'on a, c'est soit des gens qui ont écrit des livres, c'est Ted Neward qui va être l'animateur, L'animateur. ou en tout cas le Qui le ça promet modérateur. beaucoup pour ceux qui ont déjà vu ou rencontré Ted Ted. Neward va être le modérateur. Oui. Ouh là là. Donc, en tout cas, ça devrait être une présentation à voir. Moi, j'invite nos auditeurs. Déplacez-vous le 10 mai. C'est gratuit. Vous venez au Château Marriott. C'est gratuit pour les membres du groupe. Oui. Et pour les personnes qui assistent à la conférence DevTeach, pour les autres, C'est vrai, c'est 5 $ c'est ça, c'est un gros 5 $5 pour voir... Oh. 5$ pour voir Ted Neward et écoutez, courez. Ah, il va y avoir Scott Bellware avec lui, va parler plus Ça, des OR. ça En tout cas, ça va promet. être bien intéressant. Ceci étant dit, Eric, quelles sont les nouvelles qui ont retenu ton attention cette semaine? Ben d'abord, on a une nouvelle de Microsoft qui offre maintenant le produit Virtual Server 2005 R2, maintenant complètement gratuit. Donc, eux autres aussi, après, tous les compétiteurs qui offrent les produits gratuitement, eux autres ont embarqué et sont dit, bon, nous autres Exactement, les deux gros compétiteurs qui sont VMware et qui sont Xen ont décidé, nous aussi, on va offrir notre produit gratuit. Eux, ils l'ont justifié en disant, ben de toute façon, nous, c'est pas qu'on réagit à la compétition. Ils se sont justifiés en disant, ben dans la prochaine version de Longhorn Server, ça allait va être être- intégré de toute façon. Donc, on n'a plus besoin de le vendre vraiment. OK. Ils voulaient aussi faire un bon coup, j'imagine, pour la communauté, parce qu'ils ont annoncé en même temps que la nouvelle version il va y avoir bientôt un service pack à la version Virtual Virtual Server 2005 R2. Et cette nouvelle version-là va avoir un support intégré pour Linux aussi. Donc, on va pouvoir rouler Linux dans Virtual Server. On peut déjà faire déjà, peut- mais là, on va le faire de façon supportée. Et donc, Microsoft va devoir être obligé de supporter nos bugs. Guy, toi, t'as appris que la revue levelextreme.net, on faisait tirer des abonnements depuis quoi, 2-3 mois maintenant? Ben oui, tous ces gens-là qui ont gagné, ben vous êtes chanceux, là, mais maintenant, la revue est gratuite. Et oui, ils ont changé leur modèle d'affaires. Donc, au lieu d'avoir des abonnements payants, ça va être plus par la publicité qui vont faire le revenu. Exactement. Et l'éditeur de la revue cherche des contributeurs pour écrire des articles. Donc, si vous voulez vous lancer un petit peu là, dans l'écriture d'articles sur des technologies.net, sur des techniques, quoi que ce soit, vous pouvez contacter l'éditeur. Puis, donc, on va mettre le lien, nous, sur la page. Puis, n'hésitez pas à y aller. Vous pouvez, à ce moment-là, la télécharger et la lire gratuitement. C'est une bonne revue. Ça couvre différents sujets. Mm-hmm. Donc, nouvelles de ce côté-là. Je pense que ça fait le tour. En tout cas, Contrairement à des la semaines, dernière plusieurs- émission, ouais, la dernière émission, on en avait pour, je pense, pour 15 minutes de nouvelles. Là. Il y avait tellement de choses. Là, puis, Ben, faut qu'ils prennent une pause autres aussi de temps en ouais, temps. ouais, Parce ça que... me donne un break aussi. Eric, absolument, on se revient puis on parle à notre invité. Donc, vu que tu es notre Mais invité là, aussi, est-ce qu'on parle, OK, oui, quand on s'adresse à toi présentement, est-ce qu'on s'adresse à l'invité, au chroniqueur ou au conférencier? Mais là, on a fini avec le chroniqueur. Maintenant, on revient à l'invité. Ah, OK, l'invité. ok, Merci parfait. beaucoup, Eric. Ben merci, j'espère que vous allez m'inviter encore bientôt. Écoutez, c'est quelque chose, c'est une formule qu'on essaie, mais à l'occasion, ça peut être moi qui va devenir l'invité ou Guy.
Mais pas trop souvent, mais une fois par 6 mois. En tout cas, on va se payer un petit luxe d'être l'invité du jour. Ben, quand on essaie des choses un petit peu flyées, là, je vais peut-être vous parler un moment donné de Windows Workflow Foundation. Ah, ça va être intéressant. Ça, on met ça dans notre boule de cristal. C'est Dans sûr. la On va queue. avoir plein d'invités qui vont vouloir venir te poser des questions, là. On va mettre un background thread là-dessus. Ben, là-dessus, écoutez, on vous revoit le 26 avril prochain. On enregistre, nous, avec Carole Roy de Microsoft. Oui. On va parler de fabrique de logiciels. Mhm. Donc, ça va être fort intéressant. Et Carole, je pense qu'il est le seul architecte certifié Microsoft. Au Canada. Au Canada, oui. Tout à fait. Puis, après ça, on va enregistrer nous autres live pendant DevTeach. Donc, Oui, on va avoir ceux qui vont plein être à la de conférence, surprises. là, venez un midi, on va être en train d'enregistrer. Puis, n'hésitez pas à venir nous voir. Bon, on Ouais. va... Pour nous, un enregistrement en live, pour vous dire, ça veut dire qu'on enregistre puis vous allez écouter dans 2-3 jours. Sur ça, ben, on vous revoit dans les prochaines semaines. Donc, à la prochaine. Merci, au revoir. Visual Studio Talk Show.